Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Mercredi 3 mai, bienvenue à tous. C'est la journée de l'Europe. Ah bah ça valait bien un petit projet de loi qui pique. Le drapeau européen va-t-il être obligatoire sur les façades des mairies? Nous en parlons dans un instant. Vous réagissez au 0826 300 300. C'est Sud Radio, c'est le principe. Notre grand débat à 11h sera consacré à l'intelligence artificielle. Plus de secrétaires, plus d'artistes, plus d'ingénieurs, sans doute quand même encore des hommes d'affaires qui devront trancher sur l'intérêt de remplacer l'homme par la machine. Autre thème ce matin au programme, la prise de 100% du capital d'EDF par l'État et le sport en proie à une crise diplomatique à un peu plus d'un an des JO de Paris 2024. Faut-il accueillir les athlètes russes et biélorusses? Les Ukrainiens et certains autres dénoncent et menacent. 0826 300 300. Vous avez un avis, une opinion, eh bien vous la partagez avec nous sur l'antenne. Dans quel monde vit-on? C'est la question que nous nous posons tous les jours et Félix Mathieu y répond. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Frédéric. Bon alors, les supporters du PSG commencent à gronder. Ça sent la fin entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain. Alors que l'attaquant argentin arrive à la fin de ce contrat, cet été, rappelons-le, le club de la capitale vient de lui infliger une sanction très rare. Oui, une suspension de 2 semaines pour un voyage non autorisé en Arabie Saoudite. Lundi, séjour express au lendemain de la défaite 3-1 dimanche contre Lorient en Ligue 1. Avec désormais 5 petits points d'avance au classement sur Marseille, le PSG avait prévu un entraînement. L'Argentin l'a séché, puis a donc été aperçu en Arabie Saoudite dans le cadre d'un contrat. Oui, un contrat avec l'office de tourisme du pays dont il fait régulièrement la promotion sur les réseaux sociaux. Le Paris Saint-Germain ouvre donc une procédure disciplinaire contre le champion du monde argentin. Durant le temps de la sanction, Lionel Messi ne pourra pas s'entraîner, ne pourra pas jouer et ne sera pas payé. Je vous sens à 2 doigts de lancer une cagnotte, Frédéric, de soutien à ce pauvre Lionel Messi. Pas payé. Sanction inédite, d'autant plus retentissante qu'elle vise une légende de la discipline. Faut-il le rappeler, 7 fois Ballon d'Or. Alors oui, ça sent très clairement la fin entre le PSG et l'attaquant argentin de 35 ans. En fin de contrat en juin, les négociations patinaient déjà depuis plusieurs mois, tout comme ses performances sur le terrain et puis sa cote auprès des supporters qui déclinent. Son avenir semble devoir s'écrire loin désormais. Reste à savoir où le FC Barcelone rêve de faire revenir son idole. Retour aux origines. Ça sera compliqué financièrement. Messi, également courtisé par l'Arabie Saoudite. On y revient. L'Arabie Saoudite où évolue déjà son rival de toujours, Cristiano Ronaldo. Arrivé à l'été 2021 en France, Lionel Messi a joué 71 matchs, inscrit 31 buts pour le PSG. Et donc, rien n'assure désormais qu'il sera amené à en marquer d'autres des buts pour le PSG. Eh bien, dites-moi, tout y est dans ce geste de Lionel Messi. C'est la totale. Merci Félix Mathieu. On vous retrouve tout au long de cette émission. Parlons vrai chez Bourdin. Tout de suite, une question de drapeau. C'est la journée de l'Europe et pour la lancer, Mathieu Lefebvre, député de la majorité, propose un texte de loi pour rendre obligatoire les drapeaux français et européens sur la façade de chaque mairie. Alors, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous êtes plutôt pour? Est-ce que c'est une bonne idée? Nous sommes dans cette journée de l'Europe. N'hésitez pas à nous donner votre avis au 0826 300 300. En tout cas, ça commence à gronder dans les rangs de l'opposition, côté LFI et côté Rassemblement National. Nous recevons quelqu'un bien qui est particulièrement concerné, député européen Rassemblement National, Jean-Paul Garot. Bonjour Jean-Paul Garot. Bonjour. Bon, vous êtes à l'unisson de vos collègues qu'on a déjà entendus côté Rassemblement National. Vous n'êtes pas partisan de cette loi proposée? Pas du tout, et il y a de nombreuses raisons à cela. Si vous voulez, d'abord, il y a une totale déconnexion, encore une fois, je dirais, des macronistes par rapport aux vrais sujets qui occupent nos concitoyens. Je ne vais pas rappeler tout ce qui se passe malheureusement dans notre pays, en ce qui concerne évidemment toutes les crises que nous subissons. La France souffre, donc vraiment, c'est pas le moment, je dirais, d'entamer un autre débat, une autre polémique. Mais au-delà, il y a évidemment la question de fond, parce que bien entendu, un drapeau, c'est aussi un symbole. Cela étant, Jean-Paul Garot, pas mal de mairies, enfin, je sais pas, on a plusieurs exemples, mais il peut y avoir le drapeau de la ville, le drapeau de la région. Je pense aux villes, par exemple, basques, catalanes, etc., etc. Ce n'est pas nouveau, non ? Oui.
Alors d'abord, il faut savoir, oui, mais bien sûr, ceci n'est pas un problème en soi d'ailleurs, parce qu'il y a des particularités régionales et c'est très bien en cela. Là, il s'agit de rendre obligatoire à côté du drapeau national. Alors pourquoi? D'abord, il faut savoir quand même que la Constitution ne reconnaît qu'un seul drapeau, un seul emblème national naturellement, c'est notre drapeau. Ensuite, ça traduit autre chose. Ça veut dire qu'on veut faire de l'Union européenne un supra-État. Vous savez que l'Union européenne n'est pas un État en soi. Mais l'Union européenne veut devenir un supra-État, veut imposer une politique très idéologique. Je vais prendre un exemple. En matière d'immigration, nous avons le pacte européen sur la migration et l'asile, qui est une catastrophe migratoire. Or, si vous voulez, qui va donc se mettre en place, et nous nous y opposons de toutes nos forces. Bon. Eh bien, ceci veut être imposé, et bien entendu, à partir du moment où on rendrait obligatoire un drapeau européen, quelque part, ça signifierait que la politique qui vient de cette Union européenne-là doit s'appliquer Prends aussi. le pas. Ouais, bien entendu. C'est plus sur le symbole. Voilà. Fermement. Bon. Bien sûr, c'est ça, parce que derrière tout ceci, il y a bien entendu une volonté de s'appliquer une politique qui a montré effectivement plus que ses limites et toutes les critiques en matière de gestion de Covid, en matière d'énergie, etc., etc. D'accord. Alors, Jean-Paul Garot, député européen Rassemblement National, restez bien avec nous. Écoutons ensemble avec les auditeurs de Sud Radio donc l'argument de Mathieu Lefèvre de la majorité et qui explique pourquoi il souhaite proposer cette loi. Alors ce texte, il ne répond pas aux défis politiques et sociaux du moment, incontestablement. En revanche, il sera présenté la journée du 9 mai. Et la politique, ce sont aussi des symboles. La journée du 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Et nous, au groupe Renaissance, on veut redire notre attachement à la construction européenne. Et pourquoi maintenant ? Parce qu'il y a un double contexte qui nous y invite. Il y a d'abord le contexte du Brexit que nous avons connu. On a vu ce que ça a donné pour le Royaume-Uni. Mais il y a aussi le contexte de la guerre en Ukraine. Ce drapeau, c'est pas uniquement celui de l'Union européenne, c'est aussi celui du Conseil de l'Europe. Ouais. Alors donc plusieurs symboles. Bon, tout à l'heure je faisais le petit clin d'œil, c'est la journée de l'Europe, hein, mais c'est officiellement le 9. On la prépare aujourd'hui. Ça s'entend ces arguments aussi. Grâce à l'Europe, d'une certaine manière, nous n'avons plus la guerre sur notre territoire et en ce temps où la guerre se rapproche via l'Ukraine, c'est aussi un rempart. Ça s'entend, ça, Jean-Paul Garot. Je suis en totale contradiction avec ça. Parce qu'on nous a vendu cette Union européenne-là comme étant un facteur de paix, de prospérité et de sécurité. Eh bien, regardez où on en est. C'est exactement, et malheureusement, bien sûr, totalement l'inverse. Il n'y a pas de paix. Nous avons effectivement la guerre à nos frontières, entre guillemets, puisque nous n'avons plus de frontières, je dirais malheureusement, et il n'y a pas de prospérité, nous le savons, et la sécurité, n'en parlons pas. On voit tous les jours le désastre que cela est. La gestion du Covid en matière sanitaire par l'Union européenne a été un désastre total. La gestion migratoire, d'ailleurs, où il y a une politique immigrationniste qui veut se mettre en place, si vous voulez, tout ceci veut changer notre société, veut changer la France telle qu'elle est. Mais vous êtes en train de nous dire, Jean-Paul Garot, vous êtes en train de nous dire que de l'Union européenne, vous n'en voulez pas, c'est ça ? Nous sommes pour une Europe des nations, où les nations gardent leur souveraineté, leur identité. Nous ne sommes pas pour une Europe telle que le veulent les macronistes, parce qu'il faut bien savoir que c'est une politique volontaire qu'ils veulent. C'est une politique volontaire où on s'inscrit dans le monde, où l'homme, nous avons affaire à une sorte d'homme nouveau, interchangeable, vous voyez, où il n'y a plus de différence entre les gens, où il n'y a plus de particularismes locaux. C'est à l'image de M. Macron, c'est à l'image de ce parti, les macronistes, et les Français n'en veulent pas. Mais vous Jean-Paul Garot, en fait, ce qui vous gêne avant tout, c'est le fait que ce soit une obligation. Si par exemple un maire décide, ça s'est fait dans certaines municipalités où des maires ont mis sur le fronton de la mairie aussi le drapeau ukrainien. Si certains maires veulent mettre le drapeau européen, vous dites pourquoi pas? C'est surtout l'obligation qui vous gêne? Moi, qu'il y ait quelques initiatives d'élus, cela ne me gêne absolument pas. Mais qu'il y ait la loi française qui oblige à mettre le drapeau, un emblème d'une structure qui n'est même pas un État, rendre obligatoire au côté du drapeau national, ce n'est pas possible. Souvenez-vous du drapeau européen, du grand drapeau européen qui avait été placé sous l'Arc de Triomphe. Oui, c'était en décembre 2021 et Marine Le Pen avait protesté. Oui, hein. Eh ben, oui, et pas qu'elle. Des millions de Français n'ont pas supporté cela.
Alors, il n'est pas question de, si vous voulez, nous ne sommes pas fermés. Nous sommes pour une Europe qui n'est pas cette Europe-là, qui n'est pas cette idéologie-là. Et nous ne voulons pas qu'elle soit, parce qu'à travers le drapeau, comme je vous l'ai dit, on veut imposer une politique. On veut la rendre obligatoire. Une politique que les Français ne veulent pas. En matière migratoire, les Français n'en veulent pas d'immigration. Ils n'en veulent pas. Bon. Une certaine partie, hein, quand vous dites les Français. Non, regardez, d'après, si on en croit les sondages, 65% des Français. C'est ce que je dis, c'est 65%, c'est pas tous les Français. Il en reste 35 quand même. Bon, voilà. Oui, bien sûr. Juste souci journalistique, pardonnez-moi, hein, cher Jean-Paul Garot. Bien sûr, non, mais je comprends, mais disons, une majorité des Français n'en veulent pas. Bien. Oui. Eh bien, on retire une réforme migratoire parce que Mme Borne indique qu'elle n'a pas de majorité pour la voter, ce qui est un scandale, alors qu'elle sait pertinemment qu'une majorité de Français n'en veulent pas. Et on veut essayer de passer par la porte, je dirais, européenne, parce que là, on a le pacte migration et asile qui, lui, veut être appliqué d'ici la fin, d'ici 2024. Et à travers tout cela, on veut rajouter, si vous voulez, cette vision très, très impérialiste de cette Union européenne qui veut s'étendre encore et davantage. Ici, certains parlent de 30, 35 pays membres de l'Union européenne. Si vous voulez, s'étendre alors qu'on en connaît plus les limites, les échecs, et que c'est très néfaste à la politique nationale. Mais sur le drapeau, Jean-Paul Garot, donc on a bien compris, bon, la mairie est un vrai symbole, d'accord. Vous avez rappelé l'histoire de l'Arc de Triomphe, bon, ça peut être aussi pour une commémoration. Mais par exemple, quand au Palais Bourbon, le député de votre camp, Jean-Philippe Tanguy, demande à retirer le drapeau lors d'une conférence de presse, quand même, vous faites un peu la chasse aux drapeaux européens. Dans quel moment on peut dire à nos enfants, bah tiens, on fait partie quand même d'un très beau marché, Union européenne, où on prône la paix avec nos voisins, etc. À quel moment on peut l'utiliser, ça? Parce que le drapeau, c'est joli, non vous savez, l'expression revenir aux fondamentaux. La création de l'Union européenne, les traités de Rome de 1957, le général de Gaulle y a participé. Vous pensez bien que le général de Gaulle s'opposerait à toute perte de souveraineté, à toute adjonction d'un drapeau à côté du drapeau national, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on rejette l'Europe, mais pas celle-là. Voilà, encore une fois, ce n'est pas cette Europe-là qu'il nous faut. Or, eux, ils veulent, dans ce monde mondialisé, vous savez, actuellement, il y a en réalité deux catégories qui s'opposent. Il y a d'un côté les mondialistes qui sont parfaitement bien représentés par M. Macron et par ceux qui sont aux commandes, je dirais, au niveau de l'Union européenne et par Mme von der Leyen, naturellement. Et vous leur opposez les souverainistes, c'est ça? Et d'un autre côté, vous avez les nationaux, vous avez les souverainistes qui ne sont pas repliés sur eux, qui sont favorables à de grandes coopérations, naturellement, dans des domaines qui peuvent être, vous savez, il y a des programmes spatiaux, par exemple, qui sont remarquables au niveau européen. Il y a de nombreux exemples de réussite. C'est-à-dire que ce marché européen permet de renforcer aussi la souveraineté des États qui lui appartiennent, d'une certaine manière, parce qu'à plusieurs, on est plus fort, on le sait. Oui, mais attention, parce que là, nous avons des exemples, comme je vous le disais au début de mon propos, d'échecs flagrants d'une politique menée par l'Union européenne en matière de santé, en matière migratoire aussi. Ce sont des échecs flagrants. Et non seulement ce sont des échecs flagrants, mais en plus, on veut nous imposer une politique qu'une majorité de nos concitoyens européens, en fait, ne veulent pas. Il y a quelque chose de pas du tout démocratique derrière tout ça, si vous voulez. Vous voyez, il y a même quelque chose de... Moi, écoutez, j'ai discuté avec de nombreuses personnalités étrangères en Europe et certaines qui avaient connu l'Union soviétique, et on m'a dit que cette volonté idéologique, de politique expansionniste de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui ressemble à un certain politique qu'ils ont connu du temps de l'Union soviétique. C'est pas du tout les mêmes valeurs sur le point humain quand même, et encore moins au niveau économique, parce que c'était quand même une économie communiste. Bon, là le parallèle quand même, Jean-Paul Garot, c'est tiré par les cheveux quand même. Je parle de l'idéologie qui sous-tend tout cela. J'avais ce débat-là avec l'ancien président de la République tchèque, M. Václav Klaus. On peut parler de la Confédération helvétique, c'est une confédération avec plus... il y a d'autres exemples aussi qui sont plus... Bon, en tout cas, merci Jean-Paul Garot. Je le rappelle, vous êtes député européen Rassemblement National. Merci de nous avoir donné votre avis. Alors sur, effectivement, ce petit clin d'œil en ce jour de préparation de la fête de l'Europe, là, le 9 mai prochain, cette proposition de loi, mais
On sent bien que de votre côté, ça pose problème. Également aussi du côté de la France insoumise qui n'est pas d'accord, contrairement donc aux députés de la majorité. À suivre, vous nous donnez votre avis sur l'antenne de Sud Radio. Encore merci Jean-Paul Garot. Parlons vrai, 0826 300 300. À tout de suite, dans un instant, la question de l'État qui, ça y est, aura 100% du capital d'EDF. Frédéric Brindel. Nous nous intéressons maintenant au rachat complet par l'État des actions d'EDF. L'État qui avait 84% prend désormais la totalité des parts. Des actionnaires avaient formé un recours qui a été rejeté hier par la Cour d'appel de Paris. C'est donc une offre publique d'acquisition simplifiée. Nous voulons comprendre, savoir exactement quels sont les enjeux et déjà sur ce qui s'est passé hier. Thierry Brosse est avec nous, spécialiste des questions énergétiques et professeur à Sciences Po. Bonjour Thierry Brosse. Bonjour. Bon, alors déjà la partie actualité, mais on va surtout avec vous s'intéresser aux perspectives que ça présente pour EDF. Mais c'était une requête justifiée de la part de certains actionnaires qui reprochaient finalement à l'État d'avoir dévalorisé EDF pour le racheter plus facilement et à moindre coût. C'était ça, hein ? Oui, c'était ça, mais ils ont perdu. Donc finalement, la bourse donne le bon prix et 12 € a été le prix qui a été acté par la Cour d'appel. Rappelons quand même que pour le contribuable, l'intégralité de cette opération coûte 10 milliards, puisque c'est 10 milliards d'euros que le Trésor public va décaisser pour acheter ses actions manquantes. Et comme vous l'évoquiez, il aura 100% du capital bientôt. Alors pour être totalement précis, c'est 9,7 milliards. Est-ce que ça va être rentable? Alors justement, c'est tout de suite la question, Thierry Brosse. Alors, c'est 10 milliards qui ne vont pas dans les caisses d'EDF. Il faut bien comprendre que vous rachetez juste des actions. Donc là, c'est un changement de participation. Vous augmentez de 85 à 100% la participation de l'État. Ensuite, la question reste de savoir qu'est-ce qu'on va faire d'EDF, qu'est-ce qu'on va donner comme mandat à EDF, qu'est-ce que l'on veut que EDF fasse pour le bien des Français. On est d'une certaine manière dans un premier temps forcément à se dire mais c'est logique qu'une telle entreprise appartienne en totalité à l'État parce que c'est un bien commun et plus on le maîtrisera, moins on sera en proie à des difficultés économiques. C'est un peu ça quand même le schéma de base, Thierry Brosse. Alors, je crois que c'est plus que ça. C'est en fait, on acte la fin de la libéralisation que l'on avait initiée dans les années 2000 en Europe. Et cet acte-là, il n'est pas seulement en France. Ce n'est pas que la France qui va nationaliser, la France nationalise EDF, mais les Allemands ont aussi nationalisé certaines sociétés énergétiques. Donc, on acte la fin du marché. On pensait que le marché allait résoudre tous les problèmes. Alors, il ne les a pas résolus parce que finalement, ce qu'on n'a pas bien intégré dans cette libéralisation, c'est la concurrence. C'est en fait, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles sociétés qui sont venues faire concurrence à EDF, puisque finalement, c'était EDF qui revendait son électricité nucléaire à des concurrents qui nous la revendaient à nous. Ouais. Donc, mais cette concurrence, elle devait être un avantage financier pour l'État. C'était ça l'idée. L'idée de la concurrence, c'était l'idée de Thatcher et Reagan, c'est que ça devait être un avantage, ça devait faire baisser les prix pour les consommateurs. On a oublié le consommateur. Oui, ça, là on l'a bien vu. Oui. Et rappelons que Reagan et Thatcher, quand ils ont fait la libéralisation des systèmes énergétiques dans leur pays, ont été réélus parce qu'ils ont finalement obtenu cette baisse des prix que nous n'avons pas obtenue parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'investissements. Et donc on est aujourd'hui dans une crise énergétique parce qu'il n'y a pas eu ces investissements là, que les prix sont très élevés et donc la question reste quel mandat pour EDF pour résoudre la crise énergétique et la transition énergétique dans les 10, 20, 30 prochaines années. Thierry Brosse, plein de questions pour vous et sur ce sujet donc du rachat complet par l'État des actions d'EDF. Réaction au 0826 300 300 sur Sud Radio, direction Montpellier. Laurent, bonjour Laurent. Oui, bonjour à tous. Bon, pour vous, c'est logique que l'État soit propriétaire à 100% ou pas ?
Et c'est complètement logique. D'ailleurs, tous les grands systèmes, toute l'organisation d'un pays, tous les grands systèmes doivent être gérés par l'État, soit l'énergie, la santé, la défense, et ainsi de suite. Tous ces grands systèmes là qu'on arrive un peu à imaginer, qui sont interconnectés, doivent être gérés complètement par l'État. Même les télécommunications, regardez le bazar avec la fibre optique. Chacun connaît son histoire pour avoir des problèmes de raccordement. Oui. Donc EDF, alors le problème que nous avons là avec EDF, pour parler de ça, jusqu'en 2025, la loi NOM, la nouvelle organisation du marché d'électricité, a été faite pour qu'il y ait cette histoire de vendre de l'énergie à des sous-traitants qui nous la revendent. Oui. Donc jusqu'en 2025, on s'en sortira pas. Ça, c'est sûr. Je précise d'ailleurs que vous êtes artisan menuisier, c'est ça, Laurent ? Moi, je suis artisan électricien. En fait. Électricien, oui. C'est pareil. Bon, oui, mais c'est encore, on va dire, plus au cœur de la problématique. Allez-y. Disons que oui. Moi, je suis un installateur, mais disons que j'amène l'énergie au bout du tuyau, quoi. Voilà. Mais je suis un installateur. Mais enfin, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est de comprendre que pour que certains pour que certains puissent gagner beaucoup d'argent, il a été inventé cette histoire de l'AREN, l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique, et certains ont gagné énormément d'argent sur le dos des autres. Qui a gagné énormément d'argent ? Des entreprises qui ont pu acheter de l'électricité à autour de 45 € le mégawattheure et la revendre à 200 et quelques euros. Quoi. Donc, finalement, c'est un peu la double peine pour la caisse de l'État, c'est-à-dire nous, puisque rappelons-le, les caisses de l'État, c'est le contribuable. On est d'accord. Bon, Laurent, merci pour cette... Allez, je me lance pour cet éclairage. On est toujours dans l'électricité. Oui, évidemment. Merci. C'est bon, vous en êtes un autre. Merci, bonne journée à Montpellier. Bon, Thierry Brosse, on vient bien d'entendre le point de vue de Laurent. C'est vrai que ce système de je te revends, on avait l'impression qu'on nous prenait pour des idiots un petit peu quand même. Oui, parce que quand on a lancé ça, on a imaginé que construire des réacteurs nucléaires ou construire de nouvelles centrales allait prendre du temps et qu'on allait donner un avantage aux nouveaux concurrents qui ne l'ont pas utilisé. Comme l'évoque votre auditeur, ils n'ont pris que l'électricité EDF et ils l'ont revendue. Ils devaient s'engager à construire de nouvelles centrales de production électrique. Renouvelables ou non, ce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas fait suffisamment. Et donc nous sommes effectivement face à ce problème-là. Et donc nous avons un mur d'investissement. Et c'est ça la grande question d'EDF, c'est comment est-ce que EDF va être en capacité d'investir massivement pour cette transition énergétique. Je rappelle toujours que la transition énergétique, c'est beaucoup plus d'électricité. Bon, donc, alors allons-y justement. Thierry Brosse, vous êtes, je le rappelle, spécialiste des questions énergétiques et professeur à Sciences Po. L'enjeu pour tout cela, c'est que l'État reprenne la main, bien sûr, sur cette question de l'électricité et de l'énergie, mais plus loin encore, sur le nucléaire. On est bien d'accord, tout ça, l'enjeu, c'est le nucléaire et l'autonomie de la France par rapport à l'énergie. On y est. Oui, c'est ce dont le rapport parlementaire a parlé, c'est la souveraineté énergétique de la France. Et donc oui, il faut récupérer son autonomie, mais pour cela, il va falloir investir beaucoup. On parle de 6 centrales nucléaires. Je rappelle toujours que si on veut juste électrifier tout le parc de voitures françaises, passer des voitures thermiques aux voitures électriques à parc constant, eh bien il nous faudrait 10 réacteurs nucléaires supplémentaires. Donc vous voyez, on est très loin du compte et il va falloir que EDF décaisse beaucoup d'investissements pour faire ça. Et puis, deuxième point très important, je crois qu'on oublie ça, c'est une fois qu'on aura ces éléments-là, il faut des ingénieurs compétents. Et tout cela, rappelez-vous, on a un petit peu délaissé cette filière. Donc, trouver des gens qui sont en capacité de construire des réseaux énergétiques complexes, aujourd'hui, c'est pas évident. Et à terme, on peut imaginer donc un nouveau PDG pour EDF qui serait une espèce de ministre bis de la transition énergétique, d'une certaine manière. Oui, alors là, on confond un peu les rôles, mais à l'État actionnaire de donner une feuille de route et au PDG à l'appliquer. C'est comme ça que ça fonctionne dans toute société. Et donc, mais encore une fois, l'État actionnaire n'a pas donné de véritable projet de route. Et encore une fois, un projet de route dans l'énergie, c'est un projet sur 10, 20 ans. On ne fait pas des allers-retours, des petits virages comme ça au petit bonheur la chance. Oui, parce que là on parle des 100%, mais il y avait quand même 84% des parts détenues par l'État et on attend justement. Bien, merci Thierry Brosse d'avoir lancé les perspectives au moment où c'est important quand même. Ça y est, l'État a repris totalement la main sur EDF qui doit être un fleuron.
Fleuron, l'intelligence artificielle par exemple, il faudra avoir aussi nos compétences côté français, car l'intelligence artificielle arrive et ça fait peur et ça pose énormément de questions d'un point de vue économique pour l'emploi, mais aussi d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue éthique tout simplement. C'est le débat que nous allons ouvrir dans un instant, tout de suite après notre grande page info. Frédéric Brindel. Vous avez noté les pronostics de l'ami Jean-Paul Delperrier. Bon, vous savez, il parle aux chevaux et tout ça. Mais est-ce qu'on aura toujours besoin de Jean-Paul Delperrier pour savoir qui va gagner le tiercé? Parce que si avec l'intelligence artificielle, nous arrivons à avoir une prévision précise, aurons-nous encore sur l'antenne de Sud Radio Jean-Paul Delperrier? Et aurons-nous encore des écrivains? Aurons-nous encore des secrétaires? Bref, beaucoup de questions que nous nous posons. Nous ouvrons le débat. Participez-y, 0826 300 300, intelligence artificielle, amis ou ennemis. Nous avons avec nous en studio pour débattre des gens qui ont un positionnement très clair. Et ça n'a rien d'artificiel. Je salue Raphaël Dohan, brillante jeune historien, co-auteur avec, tenez-vous bien, ChatGPT. Oui, il s'est servi de l'intelligence artificielle pour écrire « Si Rome n'avait pas chuté » aux éditions Passé Composé. Ça sort aujourd'hui. Merci de nous réserver cette primeur. Bonjour. Merci à vous. Bon, vous allez nous expliquer quand même que vous avez écrit ce livre, mais qu'on vous a aidé, mais qu'on ne sait pas qui c'est, une machine. Exactement, dans c'est un dialogue en fait, avec cette IA justement. Très bien, on vous attend sur cette question. Bien sûr, quand on parle de question du travail, parce que, encore une fois, ce matin, IBM annonçait que bon nombre de ses emplois allaient être supprimés. Grâce ou à cause, c'est comme on voudra, mais on en parlera de l'intelligence artificielle. Et le spécialiste, c'est Jean-Claude Delgen, évidemment, expert en organisation du travail. Bonjour Jean-Claude, on ne vous quitte plus, hein. Vous étiez avec nous pour le 1er mai, faites du travail normal. Merci. Et puis Hervé Solignac, député PS de l'Ardèche. Bonjour Hervé Solignac. Bonjour. Vous tirez la sonnette d'alarme sur l'intelligence artificielle. Oui, je crois, il y a nécessité de sensibiliser le monde politique. Oui, et puis plus généralement, les intellectuels aussi, qui devront réfléchir. Nous allons y réfléchir ensemble avec ce débat. 0826 300 300. Vous nous dites ce que vous en pensez. J'aimerais déjà donner la parole donc à Raphaël Dohan. Si Rome n'avait pas chuté, en fait, vous refaites l'histoire. C'est un peu le principe de Vestigia que vous avez cofondé, qui popularise l'histoire. Alors, c'est quoi ce projet déjà ? Alors, c'est un projet le projet de livre, qui consiste à donc se servir de l'intelligence artificielle pour voir dans quelle mesure elle peut nous donner des idées nouvelles pour écrire des livres, pour avoir des réflexions dans un domaine comme l'histoire, mais qui pourrait s'appliquer d'ailleurs à d'autres champs de l'activité intellectuelle. Et en fait, de s'en servir comme une sorte d'augmentation de notre capacité créative ou d'imagination. Et donc voilà, le livre se compose en fait je demande à l'intelligence artificielle d'imaginer ce qui serait passé si l'Empire romain ne s'était pas effondré et avait connu la révolution industrielle, et je commente ensuite moi-même ce qu'a imaginé l'IA pour voir si d'un point de vue historique c'est crédible ou pas, et si on peut en tirer des analyses pour notre propre société. Bon, alors il y a un vrai dosage. Bon, Raphaël Dohan, je précise que j'ai déjà assisté à certaines de vos interviews, je suis très à l'aise, je trouve que vous êtes quelqu'un de particulièrement très intelligent. Donc, non, mais moi je suis impressionné par vos propos, et nos auditeurs de Sud Radio vont s'en apercevoir. Mais franchement, aviez-vous besoin d'une autre intelligence pour faire on va dire de la prospective, pour faire une fiction sur ce qu'aurait été? Vous aviez suffisamment d'intelligence par vous-même, non ? J'aurais pu faire un livre qui aurait été écrit à la main entièrement sur ce sujet-là. Mais ce qui m'intéressait, c'était justement de voir dans quelle mesure on pouvait déjà commencer un peu à remplacer, on en parlera j'imagine tout à l'heure, certaines parties de nos activités, y compris celles dont on n'imaginait pas du tout qu'elles seraient remplacées. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse au fond dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Moi, je viens pas d'un milieu je suis pas d'une formation d'ingénieur ou d'informaticien, de programmeur. Et moi, je suis un littéraire en fait de formation. Ça allait pas mal votre formation normale. Mais donc ça m'aurait pas mené à etc. C'est pas mal. J'ai pas fait mieux. À l'informatique, a priori, ni à utiliser des logiciels pour écrire des livres. Or, il se trouve que c'est possible, et ça, c'est quelque chose que je trouve fascinant, parce qu'en fait, alors que jusqu'ici, la mécanisation depuis la révolution industrielle, ça concernait les tâches mécaniques, aujourd'hui, en fait, on se rend compte que des tâches
intellectuels commencent à pouvoir être remplacés. Et je voulais voir dans quelle mesure, donc jusqu'où on pouvait aller dans ce domaine-là. Oui, en fait, vous n'êtes pas militant, mais vous soulevez des questions. Alors évidemment, Hervé Solignac a forcément déjà des réponses. On sent bien, Hervé Solignac, député PS de l'Ardèche, je le rappelle, que là, il y a un dosage. C'est-à-dire qu'on se jauge. À partir de quand on va perdre notre capacité à imaginer, à produire de l'intellect ? Oui, c'est la question effectivement qui est posée, mais je crois qu'il faut pas la poser avec trop de fantasmes. Il y en a beaucoup qui circulent. L'idée que la machine pourrait supplanter l'homme, d'une certaine façon, c'est ne pas ouvrir le débat. Et c'est au contraire le fantasme, ça aide à l'enflammer aussi. Mais ça aide aussi à l'enflammer. Et donc peut-être qu'il faut se faire peur pour arriver à agir sur un plan politique. Et en l'occurrence, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que la fulgurance avec laquelle ces technologies se développent est inversement proportionnelle à l'inertie politique. C'est ça qui surprend en fait Hervé Solignac, c'est qu'on a l'impression que vous l'avez complètement occulté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ce débat de l'intelligence artificielle, alors que dans le monde entier, ça cogite. Oui, mais ça cogite pas depuis très longtemps en réalité. L'intelligence artificielle, elle n'est pas nouvelle, elle existe depuis longtemps. C'est la continuité d'un processus de développement technologique. L'IA est déjà présent dans un certain nombre d'outils qu'on utilise tous les jours. Mais c'est novembre 2022 et l'avènement de ChatGPT, c'est-à-dire ce robot conversationnel qui est arrivé dans le grand public, une interface très, très facile d'usage et qui a trouvé près de 150 millions d'utilisateurs en l'espace de 2 mois. Donc c'est une arrivée rapide dans le grand public et le politique, lui, est un peu l'arme au pied en la matière. Je rebondis, pardon, je vous redonne la parole, Hervé Solignac, mais il y a eu un article dans Le Parisien, donc ChatGPT apparaît comme auteur ou co-auteur de plus de 500 nouveaux livres sur la boutique d'e-books Kindle, tous auto-publiés. Ça fait peur, c'est-à-dire que maintenant, je vais écrire un livre et j'ai demandé qu'on me l'écrive. Ça fait peur, ça. Oui, enfin, ce qui est important surtout, c'est de savoir que le livre a été produit par une intelligence artificielle. Et, voilà. Et je suis pas sûr qu'aux yeux des lecteurs, il ait la même valeur qu'un livre qui a été produit par un intellectuel qui réfléchit plus librement. Alors, bien sûr que ça fait peur. Et on en est un peu au stade où on teste tout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire une proposition de loi. Je peux vous dire que le résultat est absolument bluffant. C'est un peu long, il la sort pas en 25 secondes et il faut lui demander... C'était sur quoi, l'exemple? C'est sur comment pourrait-on encadrer le développement de l'intelligence artificielle pour le coup, oui. Éviter... Parle-moi de toi, je te dirai qui tu es. C'est ça un peu. Voilà. Des atteintes possibles à nos libertés, à la sécurité du pays, etc. Et le résultat est absolument bluffant. Donc on est à la fois devant quelque chose de fascinant en termes de potentiel, mais j'ai envie de vous dire que l'intelligence artificielle sera ce que nous en ferons. Et donc aujourd'hui, il nous appartient de poser des cadres qui n'existent pas, même si les promoteurs eux-mêmes de l'intelligence artificielle savent très bien que leur intérêt personnel, c'est aussi d'introduire de l'éthique s'ils ne veulent pas que finalement se retrouvent bloqués dans leur propre développement. Bon, nous sommes sur Sud Radio, nous parlons de l'intelligence artificielle. Les auditeurs interviennent au 0826 300 300. Pour cette première partie, je veux planter le décor. Et donc, je ne vous ai pas encore parlé, Jean-Claude Delgen, peut-être sur l'aspect travail aujourd'hui. Est-ce que la tendance, et vous allez, je pense, nous dire que ce n'est pas aussi évident que cela, la tendance, c'est attention, l'intelligence artificielle va supprimer des emplois, mais dans le rapport suppression-création, c'est pas forcément obligé qu'on soit déficitaire. Si vous voulez, il y a plusieurs points qu'il faut effectivement valider. La première chose, comme vous l'avez dit d'entrée, on a l'impression qu'aucun emploi ne peut échapper. Que tous les emplois sont menacés en fait. Et c'est un vrai sujet, un sujet fondamental. Est-ce que nos sociétés peuvent vivre avec une suppression massive d'emplois? Donc, on le voit dans certaines professions, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, dans le domaine par exemple des médias, de la rédaction, le générateur de textes illimité qui est en fait cette IA révolutionnaire, est vraiment une menace. Je prends par exemple Téléperformance, c'est une société cotée au CAC 40, ils viennent d'annoncer que 30% de leurs tâches vont être transférées, Téléperformance c'est un centre d'appel, vont être transférés donc à de l'IA. Ça veut dire que ça représente sur la planète entière un rapport de 1 à 4, c'est-à-dire un quart des emplois peut être transféré sur l'intelligence artificielle. Alors, la vraie question qu'on ne pose pas, c'est celle-là, si vous voulez. La vraie question, et moi dans toutes les études que j'ai pu regarder là-dessus, c'est celle des gains de productivité. Est-ce que les gains de productivité qui vont découler
évoluer, inévitablement. Il y a des améliorations, etc. Mais les gains de productivité, à qui vont-ils profiter? Est-ce que l'on va en profiter pour améliorer la société, ou est-ce que ces gains de productivité vont aller, je dirais, à ceux qui possèdent des actifs, c'est-à-dire à peu près 10% de la population mondiale qui détient 86% des actifs aujourd'hui, ou est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ces gains de productivité profitent à l'humanité, profitent à la gestion, par exemple, du climat? Parce que produire, c'est aussi trouver consommateur, et s'il n'y a pas de consommateur parce qu'il n'y a plus d'emploi, on ne pourra plus produire. C'est quand même la base. Absolument. Il y a cette question, effectivement, de l'équation consommation-production, mais il y a aussi la question du changement climatique que nous avons, qui est en fait d'origine humaine et qu'il nous faut gérer. Est-ce qu'on va se servir de l'IA pour des raisons... Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant la position de monsieur le député. Est-ce que les politiques prennent leurs responsabilités, y compris au niveau européen, pour encadrer, pour faire en sorte de donner des limites à l'IA, pour faire en sorte qu'elle soit utilisée pour le progrès général, ou est-ce qu'on va simplement augmenter la richesse des 10% ou même des 1% qui détiennent déjà 50%? Ce que vous nous dites tous les trois, en tout cas, c'est clair, c'est qu'elle est là. On ne l'occulte pas, il faut se prendre à bras le corps. Et finalement, Raphaël Dohan, avec son roman qui sort aujourd'hui, Si Rome n'avait pas chuté, montre l'exemple. Décidément, vous êtes un précurseur. Alors, vous restez avec nous, 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio, vous réagissez dans un instant. On va quand même se poser la question, c'est comment, prendre à bras le corps cette intelligence artificielle, sachant que les autres dans le monde ne nous ont pas entendus, et puis pour certaines professions, pour certains métiers, à quelle sauce allons-nous être mangés? Ça fait peur. C'est un peu du fantasme, mais ça a le mérite de poser la question. À tout de suite. Frédéric Brindel. IA, vous allez le voir souvent, ce duo de lettres, intelligence artificielle, ami ou ennemi. Tout le monde commence à s'interroger, à avoir peur. Nous profitons de la sortie du livre de Raphaël Dohan qui est avec nous, Si Rome n'avait pas chuté, où finalement, grâce à l'intelligence artificielle et à ChatGPT, cet auteur a écrit ce livre en s'appuyant sur les analyses de cette intelligence artificielle. Il est avec nous, tout comme Jean-Claude Delgen, expert en organisation du travail, et puis le député PS de l'Ardèche, Hervé Solignac. Raphaël Dohan, vous avez écrit ce livre d'une certaine manière en étant provocateur, mais précurseur du débat que nous ouvrons là. Jusqu'où? Qui peut être totalement remplacé? Aujourd'hui, il y a notamment dans l'audiovisuel tout un pan d'activités qui devrait disparaître avec l'intelligence artificielle. Oui, je pense qu'effectivement, ce sont plutôt des activités et des tâches qui risquent d'être remplacées plutôt que des métiers ou des personnes, en fait. Je pense qu'un illustrateur aujourd'hui, par exemple, peut être inquiet avec les IA génératives d'images qui sont capables de faire des dessins, des photos, des peintures en quelques secondes. Dessiner les dessins animés à l'ancienne, c'est fini. Exactement, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'illustrateur du tout. Simplement, le métier d'illustrateur va changer, un peu comme il a changé quand il y avait eu Photoshop et Illustrator, enfin, des logiciels pour dessiner sur ordinateur. Donc, là, c'est-à-dire, on peut aller jusqu'où? C'est-à-dire, un illustrateur, il fait appel à l'intelligence artificielle. Ça veut dire que le personnage, par exemple, qu'il va créer et animer va être d'une précision redoutable, c'est ça? Mais surtout qu'il le fait beaucoup plus vite, en fait, c'est ça. Et il a peut-être une vision dans sa tête et il peut le faire extrêmement rapidement. Ce qui, pour moi, est plutôt en fait un facteur d'optimisme sur, en tout cas, la capacité de création individuelle, parce que ça égalise, en fait. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'avoir un studio hollywoodien, d'avoir Disney avec des millions et des millions de dollars pour faire un film que vous avez dans la tête. Peut-être que dans 5 ans, un étudiant dans sa chambre avec un MacBook sera capable de faire un blockbuster, quoi, entièrement. Ouais. Mais ce qui est important pour tous les artistes, pour tous les créateurs, c'est de savoir si la création, la créativité reste valorisée. On est d'accord. Je pense qu'elle le sera et que ce sera surtout en fait en quelque sorte le goût, la capacité à sélectionner ce qu'on veut, à avoir une vision dans la tête, une vision cohérente, à savoir exactement coordonner les logiciels et les IA qu'on fait travailler qui vont faire la réussite. Ceux qui ont juste un talent purement mécanique en quelque sorte de bien savoir dessiner quelque chose mais qui n'ont pas de vision, eux sont plus à risque pour l'intelligence artificielle. Ça ressemble un peu aux musiciens. Avant on avait un trompettiste, un violoniste, un bassiste. Aujourd'hui avec un simple joueur de synthé, on peut
refaire tout, c'est un peu ça. Exactement, et d'ailleurs, quand on a inventé les techniques d'enregistrement du son à la fin du 19e siècle, qu'il y avait des gramophones qui apparaissaient, il y a eu beaucoup de gens qui étaient très contre en disant que c'était de la musique en boîte et qu'il fallait absolument bannir ça pour sauver notamment les musiciens. En fait, on se rend compte que ça coexiste. Il y a toujours des groupes de live, et de musique et de concerts symphoniques qui existent, mais ça dépend des tendances quand même de moins en moins. Aussi avec évidemment de la musique enregistrée qu'on consomme tous, et en fait l'un n'est pas forcément contradictoire avec l'autre. Jean-Claude Delgen, on a bien vu l'histoire du gain de productivité. Et si finalement c'était une chance, parce que on a parlé sur la loi des retraites ensemble sur cette même antenne sur Sud Radio lundi dernier, où finalement pour espérer tenir le rythme avant la retraite, il fallait justement se libérer d'un certain poids. Ça peut être le cas. Oui, on voit d'ailleurs que l'automatisation qui concerne énormément de métiers, disons, de col bleu, a limité la pénibilité. Dans les travaux publics, par exemple, l'automatisation aujourd'hui a permis de supprimer un certain nombre de tâches difficiles. Et ça, dernièrement, j'ai discuté avec le DRH d'un grand groupe allemand, sous-traitant, je te dirai pas le nom, sous-traitant de l'automobile. Et il me disait, nous, on est très embêtés parce que, en fait, on a 90 000 personnes aujourd'hui qui travaillent sur le moteur à explosion. Il faut qu'on fasse migrer ces gens-là vers le moteur électrique, mais on se demande si on va le faire, parce qu'on pourrait très bien supprimer ces 90 000 emplois. Et c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, dans toutes les études que mène, par exemple, Technologia... Et avec l'intelligence artificielle, ces 90, on peut pas les recaser ? Non, parce que en fait, vous avez partout, vous avez la machine qui progresse, que ce soit dans l'automatisation des tâches, donc avec les robots, ou que ce soit en matière donc de ce qu'on appelle les emplois tertiaires, qui représentent en France 76% des emplois. Partout, vous avez, je dirais, un grignotage. Or, si vous ne changez pas, si vous n'organisez pas différemment la société, à un moment donné, cette destruction, je dirais, schumpeterienne, va aboutir à une masse de pauvres. Ça va aboutir à une masse de pauvres. Donc, le vrai sujet, c'est comment on s'organise pour s'adapter. Ce sont des outils qui sont fascinants, mais qui nécessitent un encadrement pour éviter justement de paupériser un grand nombre de la population. Alors, la vraie question appelle une vraie réponse. C'est une réponse politique. Absolument. Parmi le peu de nos hommes politiques qui s'y intéressent, bien il y a Hervé Solignac. C'est pour ça que nous l'avons invité. Alors, est-ce que vous y avez déjà pensé ? Parce qu'il va falloir réorganiser le travail. Oui, il va falloir réorganiser le travail. Alors, je veux dire quand même que l'Union européenne est probablement sur la planète la première institution à s'être emparée de ce sujet-là. Bon. Ça commence à dater un peu. C'est en 2018 qu'ont eu lieu les premières propositions de règlement, et on n'est encore pas au bout du processus, puisque le texte est actuellement en discussion au Parlement européen, et que le processus va se poursuivre, et que le règlement qu'on appelle Intelligence Artificielle Act devrait être mis en œuvre seulement en 2025. Donc, vous voyez, en 2025. En 2025. Ça veut dire 2 ans. Alors que les Américains ont déjà pensé à tout. Non, pas du tout. Absolument pas. Et je pense que pour le coup, l'Europe est plutôt en avance. Et je vois pas trop d'ailleurs quelles sont les institutions publiques qui sont plus en avance que l'Europe. Mais si l'Europe est en avance, la France ne l'est pas forcément. Et on a quand même un certain nombre de débats à avoir, ne serait-ce que dans l'éducation nationale. Moi, je discute aujourd'hui avec des enseignants et je leur demande si ils ont reçu des consignes sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour eux-mêmes ou pour leurs élèves, et à l'évidence, rien. Mais ça pourrait aider pour le coup. Mais ça peut être une vraie chance. Mais ça mérite peut-être d'être un peu encadré. C'est-à-dire que s'il y a pas, si on n'explique pas à un élève que sans intelligence humaine, il n'y a pas un bon usage de l'intelligence artificielle, à ce moment-là, on va au devant de pratiques très inquiétantes. Oui, là, c'est l'aspect pédagogique. Je vous redonne la parole, mais je veux m'appuyer quand même sur Raphaël Dohan. Concrètement, un enseignant aujourd'hui peut se servir de l'intelligence artificielle pour optimiser la qualité de ses cours. De quelle manière, par exemple ? Alors, il y a plein de manières, à la fois pour les enseignants et pour les élèves. L'enseignant, d'abord, il peut très bien avoir des idées de cours ou de manières de faire ses cours faites par l'intelligence artificielle. Une chose où l'IA est extrêmement forte, c'est ce qu'on peut appeler l'interpolation, ou le mélange, le mixage de différents éléments totalement hétérogène. Ouais. Donc de prendre, imaginez que vous avez des élèves qui sont passionnés, je sais pas moi, par un film en particulier, et vous leur avez montré un film. Imaginons vous leur avez montré un classique, un Kubrick, quelque chose de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et vous devez faire un cours de philo sur, je sais pas, l'infini, quelque chose comme ça. Et là, vous demandez à l'intelligence artificielle de faire, ok, fais-moi le plan avec des exemples précis d'un cours de philo qui s'appuie sur 2001, l'Odyssée de l'espace. Et paf, sur le sujet de l'infini. Oui. Et là, ça va faire quelque chose qui sera assez cohérent,
peut-être qu'il faudra corriger quelque chose, mais ça c'est le rôle du prof de savoir avec ce qu'il a appris lui. C'est-à-dire là à ce moment-là, le prof a un rôle et il l'est quand même. C'est comme s'il découvre un livre finalement et qu'il est censé traduire et expliquer. Ou comme s'il avait une équipe. C'est comme s'il était réalisateur de cinéma et qu'il avait accès à toute une équipe comme ça de scénaristes et de conseillers qui vont venir lui proposer des choses et à lui de sélectionner après. Et c'est lui qui est responsable de ça. Simplement, il peut faire travailler plein d'autres gens qui sont en fait dans une machine. Bon, intéressant ça, Hervé Solignac, pour les instituteurs, pour les professeurs. Mais ça fait partie effectivement des faisabilités et du potentiel fascinant de l'intelligence artificielle. Mais encore une fois, moi je suis absolument convaincu qu'il y a des enseignants qui l'utilisent déjà, mais probablement qu'ils ne le disent pas parce que... Avec ce chat GPT notamment, avec chat GPT qui est le plus connu, vous savez, des moteurs d'intelligence artificielle, il y en a beaucoup. Hein. Le laboratoire national d'essais en France en a testé plus de 1000, donc il y en a énormément, avec certains qui comportent des risques relativement importants parce qu'ils n'ont pas de sécurité avérée. Donc oui, c'est incontestablement sur ce genre de métier une avancée possible avec l'utilisation et la mixité de plusieurs médias. On voit très bien qu'aujourd'hui on n'a plus seulement le livre à l'école, on a aussi l'image, on a aussi la vidéo, et donc c'est une façon d'aborder le métier totalement nouvelle, mais encore une fois... en vous écoutant, et notamment sur le domaine de l'enseignement, on se pose la question du secteur public, et peut-être que le secteur public peut être le premier demandeur et client. On va en parler avec vous, Jean-Claude Delgenne. On marque une respiration et on y revient tout de suite. Vous donnez votre avis, les auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300. Manu est au standard pour vous accueillir et pour vous orienter si vous avez des questions précises, des avis. Et je laisse la main à notre réalisateur Jamel Abdelak et on se retrouve dans un instant. Frédéric Brindel. Passionnant ce débat sur l'intelligence artificielle. Avec ces algorithmes, on peut être aidés tous dans notre quotidien sur des gros projets, mais on peut tous être vite dépassés et perdre notre travail. Alors, quelle est la part du positif, du négatif? Nous en parlons avec Raphaël Dohan, historien, co-auteur avec ChatGPT. Aujourd'hui, de si Rome n'avait pas chuté aux éditions Passé Composé. Ça sort aujourd'hui. Jean-Claude Delgenne, expert en organisation du travail, dirigeant du cabinet Technologia, et puis Hervé Solignac, le député PS de l'Ardèche, qui a longuement planché sur cette intelligence artificielle. Juste avant la pause, nous évoquions le service public. Alors, l'exemple de l'éducation nationale était évident. Est-ce que grâce aujourd'hui à l'intelligence artificielle, Jean-Claude Delgenne, c'est toutes les professions, ce sont toutes les professions du service public qui peuvent tirer profit? Oui, on a une réflexion à mener pour faire en sorte d'adapter ces outils à l'enseignement quotidien, à faire en sorte qu'on le rattrape, y compris des retards que nous avons pris dans des sciences dures, en matière par exemple de mathématiques, en matière y compris d'informatique. L'IA aujourd'hui permet vraiment de rattraper ces progrès à condition qu'il y ait une volonté politique qui s'exerce. Mais d'aucuns vont vous dire, Jean-Claude Delgenne, oui mais s'il y a l'intelligence artificielle, ça ne résout pas le problème aujourd'hui qu'il faut avant tout embaucher des gens. On embauchera quand même ou pas? Non, on a un risque de voir supprimer un grand nombre de tâches avec une substitution de l'IA, mais on a aussi une mutation qui peut s'engager, qualitative, qui sera, très prometteuse, qui peut être très prometteuse. En revanche, amélioration, je vous coupe, mais amélioration de la productivité, donc gain de productivité, donc possibilité d'augmenter plus facilement les salaires? On peut le voir comme ça, tout à fait. C'est ambitieux, c'est optimiste. Ou réduire le temps de travail, ça dépend comment vous voyez les choses. Ouais. Mais il y a une nécessité aujourd'hui, de toute façon, de poser le problème central, vous avez tout à fait raison de le dire, des gains de productivité. Est-ce qu'on a cette volonté de garder cette productivité pour une petite minorité, ou est-ce qu'on en fait bénéficier toute la société, et y compris qu'on s'attaque au vrai problème qui est aujourd'hui le réchauffement climatique, et que les nouvelles générations attendent. Ouais, sur ce thème-là, effectivement, très important. Hervé Solignac, les fonctionnaires et l'intelligence artificielle, ça c'est un enjeu politique crucial dès demain, dès aujourd'hui. Oui, mais c'est un enjeu de toute façon pour toute la société. C'est un enjeu pour les milieux économiques, pour les fonctionnaires, pour les services. Mais notre service public, j'ai l'impression quand même que c'est peut-être un outil providentiel, non? Oui ou non?
Mais je crois que c'est un outil providentiel de toute façon pour tous les domaines, pour tous les champs d'activité, pour le service public. Évidemment, je pense notamment à la santé, par exemple, aux questions du réchauffement climatique. Enfin, dans le champ de la santé, c'est vertigineux les potentialités. Bon, la question, c'est effectivement qu'est-ce qu'on va faire de la productivité. Aujourd'hui, on ne sait pas. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics aujourd'hui planchent essentiellement sur les questions de sécurité, de maîtrise des données, et ne s'intéressent pas encore en tout cas, aux conséquences sociales et sociétales sur l'emploi, sur l'amélioration d'un certain nombre de combats politiques qu'on a amenés et qu'on vient d'évoquer. Et ça, faut pas laisser passer le train. Et ça, il faut très vite s'emparer de ces questions-là et avoir une réflexion politique au sens noble du terme. Nous avons tous des questions parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio, allez-y, posez les questions, notamment à Raphaël Dohan. Alors Raphaël Dohan, j'ai écouté nos deux précédents interlocuteurs. Concrètement, par exemple, dans le domaine de la santé, l'infirmière, elle fait appel à l'intelligence artificielle. À quel niveau ? Alors à plein de niveaux, et même le patient en fait. Pour moi, une perspective les plus prometteuses de l'IA aujourd'hui dans le domaine de la santé, c'est en fait d'avoir chacun dans sa poche, dans son téléphone, un médecin qualifié pour répondre à absolument n'importe quoi et à toutes les demandes en fait. Donc déjà, est-ce que je vais... Non mais d'accord, mais est-ce que je vais aux urgences ou pas, par exemple. Voilà. Et alors évidemment, ça c'est concret. Ça demande d'abord, avant de pouvoir déployer ça et d'être sûr que ça marche, il faut être certain aussi que les informations délivrées, elles sont vraies, qu'elles sont correctes. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, qu'elles sont suffisamment aussi correctes qu'un médecin. Parce qu'après tout, les médecins aussi, ils se trompent. Donc, c'est pas si grave si l'IA se trompe 0,1% de fois. Mais bon, ça veut dire qu'il faut employer des gens pour rentrer les données dans la machine. Il faut trouver des manières en fait, d'articuler les IA actuelles avec des sources fiables, et tout ça est extrêmement important. Mais si on arrive à dépasser ce problème, et il y a beaucoup de gens très intelligents qui travaillent là-dessus partout dans le monde, on aurait un moyen de résoudre le problème des déserts médicaux incroyable. Parce que, et le problème de l'engorgement des urgences, enfin plein de et aussi même de manière générale de la prévention. C'est-à-dire plein de gens peut-être verraient des choses qu'ils n'avaient pas vues. D'autant plus qu'il ne s'agirait pas seulement comme aujourd'hui avec ChatGPT de taper du texte. On pourrait aussi prendre des photos, des vidéos de son corps, d'un symptôme. Enfin, il y a plein de manières de. Alors ça c'est la santé, la police par exemple. Là la police. Alors on va être confronté à la problématique des questions de droits de l'homme, des droits individuels. Parce qu'aujourd'hui les policiers, si on leur permettait avec par exemple l'ADN de travailler normalement, on irait beaucoup plus vite sur les enquêtes. Alors, là aussi on l'utilise déjà un peu avec de l'IA de reconnaissance faciale par exemple, ou de traitement d'image, où évidemment c'est déjà très utile. Il y a plein de choses, notamment la capacité à analyser des très grandes masses de données, donc ça servira également. Donc je pense que dans tous les domaines effectivement, et même d'ailleurs des domaines qui encore une fois étaient s'imaginaient pas du tout être remplacés par des machines bientôt. Je pense, je suis haut fonctionnaire. Il y a plein de hauts fonctionnaires. Leur travail, ce n'est que produire du texte, produire des notes. Ils font des notes, ils expliquent des choses, quoi. Mais les notes, ça c'est vraiment quelque chose que ChatGPT fait très bien, quoi. Donc, en fait, voilà, c'est pareil. Quand je vous ai dit que notre Raphaël Dohan était un homme providentiel, je vous le dis parce que c'est vrai, en vous écoutant, il y a tellement de solutions. Fonçons. Allez, on va employer des termes pas scientifiques. On fonce. Voilà, ça fait du bien de souffler un peu. À Marseille, Corinne nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Corinne. Oui, bonjour, et bonjour à votre invité également, très intéressant. Oui. Alors, on se régale. Vous êtes professeur de mathématiques, c'est ça ? C'est ça. Allez, allez-y. Une question vraiment très, très précise concernant, en fait, alors j'ai entendu au tout début de l'émission qu'il y avait à peu près 500, il me semble, 500 nouveaux livres qui avaient été écrits grâce à l'IA et qui avaient été a priori auto-publiés. Confirmation de Raphaël Dohan, c'est bon, oui. Voilà, c'est ça. Alors que ce soit dans les livres ou dans l'art, où je sais que l'IA participe, je dirais maintenant, la créativité artistique, etc., dans bon nombre de domaines. Ma question, c'est, est-ce que les personnes, donc les futurs potentiels acheteurs, donc les clients, sont informés? Donc c'est par exemple, donc là pour Monsieur Dohan, je sais que la question ne se pose pas, parce qu'il est très transparent, on sait sa démarche et pourquoi il l'a faite, mais est-ce que donc dans les cas par exemple de ces livres qui ont été autopubliés ou de création artistique, est-ce que les personnes savent quand elles achètent donc une création qui a été faite avec l'IA ou l'aide de l'IA, que c'est effectivement avec l'IA et que ce n'est pas totalement une création humaine. Eh bien, Corinne, on vous répond. Alors, on aura la version, on va dire, technique, et puis même la version politique aussi, avec Hervé Solignac qui vous donnera son avis. Allez-y, Raphaël Dohan. Alors, je pense que pour une grande partie des livres dont vous parlez, qui sont auto-édités sur Amazon, en gros, non, c'est sans doute, ils le disent sans doute pas, et c'est vraiment des livres tout pourris, faits en 2 secondes par des gens qui cherchent à avoir de l'argent. Bon, c'était vraiment pas la démarche que j'ai prise du tout.
Voilà. Mais cela dit, je pense que dans quelques années, le débat se posera plus vraiment de la même manière parce que, par exemple, ça me paraît évident, enfin d'ailleurs on sait déjà qu'ils travaillent là-dessus, que des choses comme GPT seront intégrées dans Word. Et donc en fait, tout auteur, dès qu'il écrira un texte, et dans les mails aussi, se verra proposer des variantes. Tiens, peut-être cette idée, vous pourriez y penser. Peut-être cette phrase, vous pourriez écrire autrement. Et peut-être que des auteurs diront, ah oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Un peu comme les correcteurs automatiques aujourd'hui pour l'orthographe, mais pour le style, pour les idées, pour le fond, pour l'organisation des arguments, etc. Et donc, en fait, à la fin, je pense que absolument tous les textes produits seront au moins en partie corrigés ou un peu inventés par l'IA, par-ci, par-là, quoi, comme des petites retouches qui ont été proposées. Et donc, en fait, à la fin, ça me paraîtra un peu illusoire de vouloir faire la différence entre ce qui a été écrit par IA et ce qui a été écrit sans IA. Ouais. Et je pense que ça va un peu se mélanger. Sans vous couper, je me permets. Allez-y, Corinne. Oui. J'entends bien, mais actuellement, on n'en est pas là. Et est-ce que, donc, je pensais plus particulièrement, je vais donner l'exemple des livres parce que vous l'aviez donné au début et ça m'intéressait par rapport au nombre déjà de livres qui avaient été autopubliés. Mais je pense aux créations artistiques notamment, parce que j'ai une élève justement, je vous le cache pas, qui travaille sur son oral là, actuellement aussi sur cette problématique, qui se destine à une carrière artistique. Et vraiment, la question, c'est est-ce que là, actuellement, il y a des artistes qui peuvent vendre des créations artistiques alors que ça a été d'ailleurs ça s'est déjà fait, mais je ne sais pas si sur la création artistique, Hervé Solignac, c'est là que vous au niveau politique vous attendez aussi mais pas seulement, c'est-à-dire que je crois qu'il va falloir réfléchir à une obligation de déclarer l'usage de l'IA quand on produit un ouvrage qui est vendu. Alors ça peut être coproduit avec de l'intelligence artificielle. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais vous savez, souvent je fais la comparaison avec ce que nous mangeons. Pendant des années, on a mangé des produits alimentaires dont on ne savait pas comment ils étaient composés. Puis au bout d'un moment, on s'est aperçu que c'était pas très bon pour la santé, qu'il fallait dire s'il y avait des huiles de palme, beaucoup de sucre. On a inventé un Nutri-Score, etc. Beau parallèle. On est rentré dans une forme de transparence à l'égard du consommateur pour qu'il sache qu'en toute connaissance de cause, il mange bien ou il mange mal. Bon, là c'est un peu la même chose. Et donc il va falloir essayer de qualifier, de certifier un certain nombre de productions, pas seulement pour les livres, pour votre métier aussi, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'une partie de l'information qui celui de journaliste en l'occurrence sur des brèves, sur un certain nombre de sujets, quand il ne s'agit pas d'articles de fond sur lesquels il y a des analyses très poussées, mais et donc moi je pense qu'il est important de dire au lecteur qu'il a devant lui une information qui a été produite par une intelligence artificielle ou à contrario par un vrai journaliste. Ça veut dire, Jean-Claude Delgen, expert en organisation du travail, réorganiser en fait. Alors on a, on va dire les logos qui permettent de valider alors bien français par exemple, produit en France, etc. Là on va réorganiser tout cela. Oui, il faut absolument, parce que la question que pose indirectement la dame Corinne donc à Marseille, c'est celle, je dirais, de la propriété intellectuelle aussi. C'est ça. Parce que en fait, si on n'a pas la source, je dirais, de la connaissance, et aujourd'hui avec le générateur de texte illimité de l'IA, on ne l'a pas. On n'a pas, ChatGPT ne vous donne pas les sources. Ça, c'est un vrai sujet qu'il faut traiter. Il faut qu'on puisse vraiment avoir les sources de connaissances pour pouvoir identifier et pour pouvoir, y compris, respecter le droit d'auteur, la créativité de tous ceux qui, en fait, s'illustrent et gagnent leur vie comme cela. Donc, là, il y a des progrès qui sont en cours pour justement faire en sorte que l'IA puisse intégrer les sources. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des progrès pour, y compris des logiciels qui commencent à sortir, pour justement identifier si telle œuvre a été écrite avec de l'IA ou pas. Il y a des contres, si vous voulez, il y a des démarches un peu en contre, comme toujours dans le domaine informatique. Vous avez une avancée et puis vous avez, je dirais, des contres qui viennent. Donc là, la question logicielle, elle est très intéressante parce qu'elle va pouvoir permettre d'avancer. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un cadre réglementaire avec des sanctions pour éviter des abus et des dérives. Et ce cadre, en tout cas, il a été posé par Corinne au 0826 300 300, le cadre de notre débat. Merci Corinne, bonne journée. Merci beaucoup, merci à vous également. Bonne journée à Marseille. Bon, notre dernière partie dans un instant sur cette question de l'intelligence artificielle avec nos invités. Nous revenons vraiment tout de suite, mais nous allons nous poser quand même effectivement la question de la création artistique. Ça fait peur, disons-le clairement. Mais bon, les musiciens vous diront, ça fait longtemps que
que les boîtes à rythme nous ont spoliés. Reparlons-en, à tout de suite. Frédéric Brindel. Elle est là, on ne peut pas faire autrement. L'intelligence artificielle, on ne peut plus la repousser, il faut faire avec. Nous sommes ici sur Sud Radio avec vous les auditeurs au 0826 300 300 pour réfléchir sur comment on fait. Elle est là, on l'accompagne et on l'encadre. Des pistes ont été données, notamment par Raphaël Dohan, historien, co-auteur avec ChatGPT de Si Rome n'avait pas chuté, qui sort aujourd'hui aux éditions Passé Composé. Jean-Claude Delgen, notre expert en organisation du travail, dirigeant du cabinet Technologia, et notre député PS de l'Ardèche, Hervé Solignac. La partie intellectuelle. Hervé Solignac, je ne trahis pas un secret pour nos auditeurs. Hors antenne, vous venez de me dire que vous aviez quelqu'un de votre famille qui était musicien. Je veux que vous nous racontiez, même si c'était en off, racontez-nous cet exemple. C'est terrible. Je l'ai dit hors antenne parce que je ne parle pas de ma vie privée. Normalement, allez-y, j'ai la chance d'avoir un jeune gendre qui joue admirablement de la guitare et qui sait chanter, et qui a demandé à ChatGPT de lui produire texte et musique à la façon de Renaud. Et en fait, le résultat est absolument bluffant. Le texte est d'une poésie assez remarquable, avec des mots justes qui sont ceux que Renaud a parfois l'habitude d'employer dans ses chansons. Mais une œuvre inédite, on est d'accord. C'était évidemment une œuvre inédite. Et comme en plus, mon gendre a des talents d'imitateur, vous avez l'impression d'écouter une nouvelle chanson de Renaud. Donc il y a là une facilité pour être dans l'usurpation. Il a tous les talents. Vous allez lui donner la main de votre fille, tel que vous êtes parti. Sans hésitation. Mais ça interroge effectivement sur la créativité. Ça c'est pas possible, ça fait peur. C'est-à-dire, à partir de quel moment quelqu'un s'approprie on va dire le talent d'un Michel Jonas, par exemple, et je suis le nouveau Jonas. C'est ça, Raphaël Dohan ? Clairement, il y a ce problème de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur. En fait, ce qui est compliqué, c'est que en même temps, dans toute l'histoire de l'art, les artistes se sont influencés les uns les autres et se sont inspirés des artistes précédents pour créer du nouveau. En fait, personne ne crée jamais quelque chose de totalement neuf, ex nihilo, sans aucune inspiration. Il y a un procès d'ailleurs actuellement sur une chanson à l'origine de Marvin Gaye. Il y en a souvent, d'ailleurs. Souvent, notamment dans la musique. Au bout d'un moment, tous les musiciens vous le diront, on ne peut pas créer indéfiniment non plus, j'ai l'impression. Ni dans le cinéma, ni dans la photo, ni dans la littérature. Et donc, le fait qu'on puisse ensuite peut-être créer une nouvelle œuvre d'art où on se sera servi de l'IA en disant je veux que ça ressemble un peu justement à du Marvin Gaye, mais en même temps ça soit inspiré par Renaud, etc. Ça va faire quelque chose de nouveau qui sera pas une copie ou un plagiat de ce qui existe avant. Ce sera inspiré. Et donc là on est un peu à la limite des questions du droit d'auteur et de propriété intellectuelle. Ça sera construit par un technicien et pas sorti de l'âme humaine. Ça ne sera pas une créativité. Jean-Claude Delgen, c'est une question pour vous. Vous qui avez écrit Idées reçues sur le burn-out, c'est-à-dire que les gens vont s'automatiser là. Oui, il y a la question, il y a plusieurs questions, celle de l'esprit critique en fait. Est-ce que j'accède à des informations qui sont à peu près vraies? Est-ce qu'elles sont plurielles? Est-ce que je peux, à partir de cette réflexion, me faire mon libre arbitre pour choisir ma vie? Par exemple, le rôle des journalistes, c'est ça aujourd'hui. Ah oui, là c'est terrible. Si vous arrivez en fait à avoir simplement, à travers, je dirais, un outil fascinant, une seule version sans alternative. Vous voyez la différence qu'il y a aujourd'hui entre Google et puis l'IA, c'est que Google, il vous donne, je dirais, une dizaine, une quinzaine, une centaine de références. Et choisissez. Et que vous choisissez. Voilà. Et vous pouvez vous faire votre opinion. Vous pouvez avoir une interactivité. Parce que là, actuellement, avec le fait qu'on n'a pas accès aux sources, qu'on ne sait pas qui vous raconte quoi, ça peut être vraiment très inquiétant si, je dirais par exemple, des États totalitaires, il y en a, si des groupes terroristes, et il y en a, peuvent utiliser pour des fins malveillantes. Donc il faut vraiment légiférer à un niveau européen, certainement à un niveau américain, pour pouvoir encadrer tout ça. Parce que si on ne donne pas de limites, on a vraiment, si on n'a pas de garde-fou, on a vraiment tous les risques d'aller au chaos. Jean-Claude Delgen, vous donniez l'exemple de ma profession, par exemple. Là, moi, je tiens une émission et je donne l'actualité. Là, pour le coup, mon rôle, il est toujours effectif. Maintenant, j'ai besoin de l'analyse façon Françoise Degois, un peu plus à gauche, et façon Elisabeth Lévy, un peu plus à droite. J'ai rentré les données par rapport, et là, il n'y a plus besoin de Françoise ni d'Elisabeth. Et il y a même presque pire que ça. Vous pourriez imaginer que chaque auditeur de Sud Radio entend une version différente, qui soit adaptée à ses propres goûts et qui soit customisée où voilà, c'est ça pourrait arriver. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas du tout. Ou comment Raphaël Dohan a toujours une longueur d'avance. Réaction. Ah, ça c'est très intéressant. Direction Pau. Jean Bruno qui est musicien amateur. Ah là, je vous attends. Bonjour Jean Bruno. Oui, bonjour. Vous jouez de quel instrument?
Alors moi je fais de la guitare électrique. Bon d'accord, bon la guitare ça va, il y a encore des cordes, hein. Moi je suis au piano donc je vais vous dire le synthé on est montré du doigt, allez-y. Eh ben effectivement, il y a beaucoup de sujets autour de l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut effectivement reproduire des instruments comme s'ils étaient réels, mais c'est de plus en plus utilisé. Notamment, il y a un guitariste américain très populaire qui s'appelle Tim Henson, et qui va faire créer par l'intelligence artificielle des morceaux de musique qui sont apparemment impossibles à jouer, et qui va lui chercher à rattraper derrière et à inventer des techniques de guitare pour les jouer. Donc il va y avoir une interaction entre l'intelligence artificielle et le musicien pour essayer de s'en servir comme tremplin de créativité et créer des choses qui n'auraient pas été possibles dans l'évolution normale en fait de l'instrument. Ah oui, c'est par exemple alors une technique de chorus ou alors une rythmique avec en croche, et lui il va chercher pas un double croche mais un quadruple croche, un peu ça schématiquement, Jean-Bruno. Hein, disons qu'il y a des écarts qui viennent pas naturellement quand on écrit une partie de guitare, ou des parties qui demandent de mettre en place des techniques qui apparemment sont pas naturelles. Mais comme l'intelligence artificielle a passé les limites, vous savez, c'est toujours ce qu'on dit. On m'a dit que c'était impossible, donc je l'ai fait. Voilà. Donc ça repousse les limites de l'instrument et ça permet en fait de se servir de l'intelligence artificielle comme si c'était une compétition qu'on cherchait à rattraper, qu'on cherchait à égaler, je vois tout ça et à créer des sons nouveaux du coup. Bon. Merci pour ce témoignage, Jean-Bruno Appo. Continuez de jouer de la guitare. Hein. Plutôt rock'n'roll, plutôt... Oui, plutôt rock'n'roll, effectivement. Bon, allez, un petit peu de distorse bien forte, ça nous fera pas de mal. Merci Jean-Bruno. Alors justement, deux questions précises. Alors pour vous, Raphaël Dohan, vous nous avez donné l'exemple d'un film éventuellement qu'on adapterait en fonction du téléspectateur. Oui, c'est ça, je suis persuadé que c'est quelque chose qui va probablement arriver, sans doute malheureusement. C'est-à-dire que vous pourriez avoir des studios qui font plusieurs versions du film, voire un film qui s'adapte en temps réel à la personne qui est en train de le regarder. Donc par exemple que le même film est un personnage principal féminin ou masculin selon que le spectateur est un homme ou une femme. Et ça c'est possible parce qu'on a quasiment aujourd'hui les moyens technologiques de le faire, et ça peut presque se faire en temps réel et ça pourra se faire dans quelques années. Ou qu'il soit vietnamien ou rwandais par exemple. Mais aussi peut-être vegan ou pas. Enfin bon, il pourrait y avoir une scène qui change parce que tout d'un coup il ne mange plus de la viande. Bon, enfin, vous pourriez imaginer une personnalisation ultime et même aller au-delà avec quelqu'un qui est sur Netflix et qui dit tiens, aujourd'hui j'ai envie de voir un film avec Jean Gabin et Sharon Stone et qui se passe au Moyen-Âge, et c'est une comédie. Et paf, le film apparaît. Et donc, remarquez, mettez-moi De Funès et Benoît Poelvoorde, ça s'est jamais fait. C'est amusant quand même. D'un côté, c'est très excitant parce que ça permet de faire des choses amusantes. D'un autre côté, ça veut dire aussi qu'on perd des référentiels communs. C'est-à-dire qu'on a avant, on avait des œuvres communes qui étaient aussi une manière de se connecter les uns aux autres. Et si ça disparaît, ça peut avoir des effets plutôt dangereux ou en tout cas un peu inquiétants. Bon, Hervé Solignac, député, les choses qui fâchent pour les régimes dictatoriaux, ça, c'est du pain béni. Oui, certains l'utilisent déjà. La Chine a un dispositif qui s'appelle le crédit social, c'est-à-dire que les Chinois aujourd'hui sont notés en fonction de leur soumission, je ne vois pas d'autre terme, aux exigences du régime et bénéficient d'un certain nombre d'avantages pour voyager, pour accéder à des hôtels, etc. A contrario, ceux qui sont mal notés sont sanctionnés dans leur vie quotidienne. Donc c'est terriblement préoccupant et on a là tous les moyens par lesquels un État totalitaire peut arriver à contrôler son peuple et à le mettre sous son joug. Par ailleurs, l'intelligence artificielle déboule de toute façon de partout, c'est-à-dire y compris dans la politique. Moi, je pense que les prochaines élections aux États-Unis, la place que va occuper l'intelligence artificielle sera extrêmement importante. Vous pouvez parfaitement imaginer un candidat qui, grâce à l'intelligence artificielle, parvienne à axer savoir va axer sa campagne sur ce que ses électeurs ont besoin d'entendre. Et là, on touche à la démocratie. C'est vrai. À des sujets extrêmement importants. Alors, on resterait 3 heures sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Je rappelle la sortie du livre de Raphaël Dohan, historien, co-auteur, brillant, jeune, normalien, qui a, on va dire, l'intelligence de dire qu'il a co-écrit son livre « Si Rome n'avait pas chuté » avec
GPT et l'intelligence donc de poser le débat. Merci à Jean-Claude Delgen qui nous a expliqué les problématiques du travail. Hervé Solignac, député PS de l'Ardèche, vous avez pour volonté de porter ce débat au sein même de l'Assemblée nationale, faites-le et n'hésitez pas à revenir sur Sud Radio pour nous faire part du retour. Avec plaisir. On a à vous écouter plein d'envie, il y a plein de choses très excitantes et il y a plein de choses très inquiétantes. Le débat continue, c'est sur Sud Radio. Dans un instant, nous parlons des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Comment ça se présente? Parce que de plus en plus, la pression entre les athlètes russes, biélorusses d'un côté et ukrainiens de l'autre se pose. Nous en parlerons. À tout de suite. Frédéric Brindel. Et bien sûr, cette émission vous donne la parole, vous permet de participer à nos débats, mais aussi nous incite à avoir des éclairages sur l'actualité. C'est le rôle de Félix Mathieu. Félix Mathieu nous convie à une question sur l'insécurité alimentaire. C'est un chiffre en forte hausse, celui de l'insécurité dans le monde alimentaire. 258 millions de personnes ont eu besoin d'une aide alimentaire l'année dernière, Félix Mathieu. Oui, sous l'effet des conflits, guerre en Ukraine, des chocs économiques, des événements climatiques aussi. L'insécurité alimentaire s'est encore aggravée dans le monde l'année dernière. La hausse est particulièrement conséquente. 258 millions de personnes donc ont eu besoin d'une aide d'urgence. L'an dernier, c'était 193 millions l'année précédente, en 2021, selon l'ONU. Cette 7e édition du rapport mondial sur les crises alimentaires est un constat cinglant de l'échec de l'humanité à aller vers l'élimination de la faim, déplore le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en introduction de ce rapport annuel. L'insécurité alimentaire aiguë a elle aussi progressé l'année dernière pour la 4e année consécutive. 65 millions de personnes supplémentaires souffrant d'une faim si sévère qu'elle menace directement leur vie. C'est notamment le cas en République démocratique du Congo, en Éthiopie, en Afghanistan, au Nigeria ou encore au Yémen. 376 000 personnes se trouvent dans la phase la plus critique, la phase catastrophe, dont plus de la moitié en Somalie. Depuis la fin de l'année 2020, ce pays subit, comme le reste de la Grande Corne de l'Afrique, la pire sécheresse de ces 40 dernières années sur fond de réchauffement climatique, évidemment. Ce rapport onusien déplore aussi que les financements humanitaires pour lutter contre la faim et la malnutrition ne soient pas à la hauteur. Merci Félix Mathieu. Un éclairage sur notre monde, l'universalité. C'est la vocation d'ailleurs des Jeux Olympiques. Mais les Jeux Olympiques sont confrontés à des questions d'éthique. Retour ou pas des athlètes russes et biélorusses. Les Ukrainiens disent non. Il faut avoir une réflexion. Des fédérations internationales de différentes disciplines ont pris des décisions pour bien comprendre la problématique à un petit peu plus d'un an de nos Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Pascal Boniface, grand spécialiste à l'IRIS, intervient avec vous, les auditeurs de Sud Radio, dans un instant au 0826 300 300 pour vous et sur Sud Radio à l'antenne. Frédéric Brindel. Plus on se rapproche de nos Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et plus la tension monte. Boycott ou pas, les JO ont souvent été l'objet de tensions politiques. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le conflit en Ukraine pose tout un tas de questions. Dernière question en date. Au moment où les championnats du monde de judo vont commencer, ça se passe au Qatar, du 7 au 14 mai prochain, la Fédération internationale de judo a accepté la participation des judokas russes et biélorusses sous bannière neutre. Explication avec l'hyper spécialiste de la géopolitique du sport, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Bonjour Pascal. Bonjour. Bon, le moins qu'on puisse dire, Pascal, c'est qu'il y a cette problématique du judo, ce n'est pas la seule. L'escrime y a eu droit. Est-ce que vous sentez, vous, de votre regard de spécialiste, la tension monter plus on approche de nos Jeux Olympiques ? Oui, effectivement, la tension va monter et c'est une bagarre, c'est une bataille. Il y a une menace de l'Ukraine de boycotter les Jeux Olympiques s'il y a la présence d'athlètes russes et biélorusses, même sans drapeau, même sans hymne, mais juste parce qu'ils seraient là. Au début, certains pays les ont accompagnés, la Pologne, les Pays-Bas, disons que les alliés les plus proches de l'Ukraine. L'Allemagne même, l'Allemagne aussi. Ouais. Oui, mais je ne crois pas que ces pays iront jusqu'à boycotter les Jeux Olympiques. Et en fait, cette compétition, ces mondiaux de judo, c'est un peu un test pour l'Ukraine, de voir si sa menace de boycott est suffisante, d'être jugée crédible
pour qu'il y ait une décision favorable du CIO. Mais pour le moment, alors bien sûr, les choses peuvent changer en fonction de l'évolution du conflit. Bon, alors, cela dépend de cela. Alors déjà, intéressons-nous, Pascal Boniface, à la question de ces mondiaux de judo. Bon, déjà, clin d'œil très important. Souvenons-nous, Vladimir Poutine, judoka, ceinture noire, qui était président d'honneur de la Fédération internationale, qui a été destitué de ce titre. Donc la symbolique déjà est forte. Hein. Oui, effectivement, et surtout que sur les 20 Russes et Biélorusses qui devaient participer à ces mondiaux, 8 ont été exclus parce qu'ils étaient liés aux organes de sécurité de la Russie ou de la Biélorussie, puisqu'ils peuvent participer, mais à condition de n'avoir pas approuvé la guerre ou de n'être pas membres des forces armées ou d'autres institutions sécuritaires. Donc c'est une sorte de double restriction, mais effectivement le judo c'est extrêmement important pour Poutine, et il y a un enjeu effectivement symbolique très fort sur ces mondiaux, mais une fois encore, ce n'est qu'un apéritif par rapport à la grande bataille des Jeux Olympiques. Alors, concernant ces championnats du monde de judo, il y a dans la catégorie des moins de 48 kilos chez les femmes une championne du monde en titre qui est ukrainienne et qui ne se présentera pas. Donc du coup là, concrètement, nous avons validé certains athlètes russes et biélorusses et nous avons le boycott de la délégation ukrainienne. Oui, effectivement. Alors c'est effectivement très gênant pour cet athlète, cet judoka qui ne pourra pas défendre son titre, mais on peut penser que les autorités ukrainiennes estiment que le combat politique est plus important et que le symbole qu'il y a sur le sport peut mériter de boycotter ces Jeux et donc de ne pas permettre à ces judokas de remporter les titres, puisqu'il y aura donc des Russes et des Biélorusses et il n'y aura pas d'Ukrainiens, sauf changement de dernière minute, mais je ne crois pas que ça soit le cas. C'est une position très nette pour le moment de Zelensky et des Ukrainiens. Bon, Pascal Boniface, nous avons un petit peu de temps, les auditeurs de Sud Radio peuvent intervenir au 0826 300 300. Je veux vraiment bien qu'on pose la question de ce sport et de l'olympisme. Reparlons du judo. Nous avons eu des cas de figure, par exemple avec des athlètes, en l'occurrence un athlète algérien, un judoka, qui avait refusé de combattre lors de précédents Jeux Olympiques contre un Israélien. Les deux se rencontraient, je crois, en quart de finale. C'est un sport comme la lutte, hein, par exemple, où on a le célèbre match États-Unis-Iran avec deux nations fortes. Ces sports sont plus que symboliques et cette problématique géopolitique ne date pas d'aujourd'hui. Non, alors pour l'exemple que vous donnez sur ce judoka algérien, il avait été exclu pour son refus de participation. On doit combattre l'adversaire qui vous est désigné. Et donc c'était effectivement, là il n'y avait pas de débat en fait, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en fait tous les sports sont géopolitiques. Là c'est le judo parce qu'il vient le premier dans le calendrier et qu'il y a une grande bataille parce qu'il faut voir aussi que s'il y a une majorité de pays européens qui soutiennent la position ukrainienne, dans le reste du monde, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, ce n'est pas le cas. Et donc on a là aussi une division, the West versus the rest, le monde occidental contre le reste avec des positions différentes, à un point tel d'ailleurs que la Russie réfléchit à adhérer à des fédérations régionales asiatiques et non plus européennes pour n'être pas exclus de certaines compétitions. Oui, puisque alors il y a des comités olympiques par pays, par région du monde, par continent, et effectivement, les Européens sont un peu seuls au monde. D'ailleurs, il y avait l'exemple d'un athlète africain qui représente les athlètes, qui disait bien moi, je vis ce conflit ethnique à l'intérieur de mon pays ou entre deux nations depuis toujours, et ça ne nous empêche pas de participer, et surtout, il n'y a aucune décision prise pour un rejet ou pas d'une ou d'un autre pays. Oui, par exemple, le Soudan vient d'entrer dans une guerre interne entre deux fractions armées. Il n'y a pas de demande d'exclure le Soudan des Jeux Olympiques. Et ce qu'a dit Thomas Bach, le patron du CIO, c'est qu'il ne faut pas faire de différence, il ne faut pas faire de deux poids, deux mesures, et qu'il y a 70 pays qui sont en conflit. Alors, les Occidentaux sont concentrés sur le conflit ukrainien qui nous concerne au premier chef, mais dans le reste du monde, vous avez cité cet exemple du sportif africain, eux disent, nous aussi on a nos propres conflits, pourquoi faudrait-il qu'on se préoccupe uniquement du conflit en Ukraine, alors qu'il y a d'autres conflits dans le monde dont nous
souffrons directement. Un Arménien a déclaré « Je n'ai pas demandé à ce que l'Azerbaïdjan soit exclu des Jeux Olympiques, par exemple ». Mais il y a un autre symbole, celui de la Fédération d'escrime. C'est une fédération qui, depuis 14 années, est dirigée par un oligarque qui s'est mis d'ailleurs en retrait depuis le conflit, mais on va dire qu'il a toujours la main. C'est un président de substitution. Cet Alisher Ousmanov à la tête de la Fédération internationale d'escrime pose un vrai problème de la survie de cette fabuleuse discipline, parce que c'est un Russe qui fait vivre ce sport. Oui, effectivement, et c'est encore pire pour la boxe, puisque là, il y a une scission. On est en train de créer une nouvelle organisation de la boxe, puisque la boxe est vraiment directement contrôlée par un Russe, et le sort de la boxe comme discipline olympique aux Jeux de Los Angeles, il est trop tard pour la remettre en cause pour Paris, mais s'il n'y avait pas de changement dans la façon dont la boxe, qui a toujours été très problématique, s'il n'y a pas de changement, la boxe pourrait disparaître, ce qui serait quand même une révolution, tellement ce sport est attaché aux Jeux Olympiques, pourrait disparaître du tableau des compétitions de Los Angeles. Bon, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, sur Sud Radio, tirons des grands enseignements. Alors déjà, quand nous nous intéressons à la question des fédérations internationales, alors par exemple, tir à l'arc, canoë-kayak, pentathlon moderne, tennis de table, tir, etc., ont autorisé le retour des Russes sous couleur neutre. Ce qui n'est pas le cas du badminton, de l'athlétisme, le sport numéro 1, équitation, escalade, etc., etc. Déjà, quelle autonomie ont ces grandes fédérations internationales? Alors, il y a deux niveaux. Il y a d'abord le CIO, qui peut décider d'exclure entièrement une nation. Ce qui n'a pas été fait. Là, la règle du CIO, c'est pas d'exclure entièrement la Russie, mais qu'il n'y ait ni drapeau, ni hymne national, et que les athlètes russes et biélorusses défilent sous bannière neutre. Et bien ensuite, il faut qu'ils soient qualifiés dans chacune de leurs disciplines. Et c'est là qu'il y a le deuxième niveau. Certaines fédérations, et toutes les fédérations internationales, sont autonomes, et les majorités n'y sont pas les mêmes. Donc certaines fédérations internationales, disons, où le poids des Occidentaux est plus fort, vont dire, nous, on n'autorise pas les athlètes russes et biélorusses à participer, même sous bannière neutre, et donc ils ne pourront pas aller aux Jeux Olympiques. Il n'y aura donc pas d'athlètes russes, même si le CIO le permet, parce que la fédération d'athlétisme ne qualifiera pas ces athlètes russes et biélorusses. Donc il faut, pour les Russes et Biélorusses, traverser deux étapes. L'étape de leur fédération sportive et l'étape du CIO. Pour le CIO, il y a une décision globale pour tous les sports, mais il faut encore que dans chaque sport, il puisse y avoir un feu vert de la fédération internationale pour que des Russes et Biélorusses puissent y participer, ne fût-ce qu'à titre individuel. Et rappelons que la problématique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c'est maintenant, puisque nous entrons dans les phases de qualification. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques, ce n'est pas simplement au mois de juillet prochain, c'est dès maintenant pour un athlète qui voudrait y participer. Donc c'est d'autant plus complexe. Alors, pour la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, elle était présente lors du Conseil de l'Europe, pas de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, et elle a dit à ce sujet que c'était une décision souveraine du CIO et du CIP d'ailleurs, paralympique. Donc ça veut dire que là, l'État français commence à dire que sur la question du boycott ou pas, et surtout de l'autorisation des athlètes russes et biélorusses, pour l'instant, l'État français botterait en touche. Il ne voterait pas en touche, il suit les règles du CIO. La France a candidaté pour héberger les Jeux Olympiques, pour être l'autre. Mais il y a des conditions à respecter. Sinon, un pays qui serait l'autre des Jeux Olympiques dirait « Moi, j'aime pas trop tel pays, je ne vais pas autoriser les athlètes de ce pays à venir concourir. » Donc, en fait, il n'y a pas. Le président Zelensky a demandé au président Macron d'interdire aux Russes et aux Biélorusses d'entrer sur le territoire français. Il n'en a pas le droit, parce qu'il violerait l'engagement qu'il a pris auprès du CIO. Et donc, la décision globale, elle est bien au niveau du CIO. Elle n'est ni au niveau du comité d'organisation des Jeux Olympiques, ni au niveau de l'Élysée. Ni Tony Estanguet, ni Emmanuel Macron n'ont le droit de refuser les athlètes russes et biélorusses s'ils sont autorisés par le CIO et si, bien sûr, ils ont été qualifiés à travers des épreuves dans leurs fédérations respectives. C'est quoi la solution, Pascal Boniface? Parce que finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas laisser le sport en dehors de tout cela? Même si, aujourd'hui, par exemple, on peut très bien avoir en match de qualification en football un Serbie contre Kosovo, avec la Serbie qui ne reconnaît pas le Kosovo, et ce match ne pourrait pas avoir lieu, ça serait insécure au possible. Mais est-ce que c'est possible, finalement, de préserver le sport au maximum? Alors, par exemple, lorsque Michel Platini était président de l'UEFA, il avait prévu que certains pays ne pourraient pas être dans la même poule
de qualification, notamment Arménie-Azerbaïdjan, qu'ils soient dans des poules séparées, mais s'ils avaient été tous les deux qualifiés, et s'ils étaient parvenus tous les deux en finale, c'est un scénario au moins un peu hasardeux, ils auraient été obligés de jouer l'un contre l'autre, ils ne peuvent pas s'ignorer. Et donc, on ne peut pas dire que le sport est en dehors de la politique, parce qu'on voit très bien qu'il y a une instrumentalisation, que chacun essaie un peu de tirer le tapis à lui, si j'ose dire, en parlant de judo. Mais effectivement, c'est quelque chose c'est un débat politique. Et là, on va voir qui va gagner. Mais Thomas Bach, lui, essaye de préserver l'intégrité des compétitions et qu'il y ait le maximum de participants. Le président du CIO, Thomas Bach. Et puis, une fois encore, il faut bien se rendre compte que si on faisait un vote en France, certainement qu'il y aurait une majorité pour dire on ne veut pas voir des Russes et des Biélorusses. Mais au niveau mondial, cette position n'est pas majoritaire parce que vous avez plein de pays dans le monde qui disent on n'a pas exclu les Américains après la guerre d'Irak. Pourquoi vous le faites uniquement une règle lorsque ça vous concerne, lorsque ça concerne les rivaux ou les ennemis du monde occidental. Et puis il y a tous ces jeunes athlètes qui vont être des générations sacrifiées. Les Ukrainiens déjà, ça c'est horrible. Même si certains athlètes ukrainiens continuent d'être des compétiteurs partout dans le monde, mais aussi pensons à ces athlètes russes qui pour certains peut-être n'ont rien demandé à personne. Je voudrais juste pour conclure, Pascal Boniface, vous donner cet exemple d'incohérence. En cyclisme, l'Union Cyclisme Internationale avait une équipe russe du nom de Gazprom. Dans cette équipe russe, il y avait des Russes, mais aussi des Espagnols, etc., etc. L'équipe a été exclue, donc chômage. En revanche, Vlasov, qui est un des Russes de talent, qui lui court pour une équipe qui s'appelle Bora, peut continuer. Donc là aussi, le sport a ses incohérences. Oui, parce que souvent on prend des décisions pour l'affichage. Sous la pression en disant voilà, on va être plus blanc que blanc et on prend des décisions et l'exemple que vous avez est quand même très significatif dont la cohérence est difficile à trouver. Merci à vous Pascal Boniface. La réponse du CIO, elle est prévue quand exactement, quant à savoir si les athlètes russes... Pour l'instant, le CIO a permis aux athlètes russes et biélorusses à participer sous bannière neutre. Alors, est-ce qu'il changera d'avis s'il y avait une amplification de la guerre, une plus forte pression? Et ensuite, il faudra voir, comme vous l'avez dit, fédération par fédération sportive, qui autorise ou non les Russes et Biélorusses à pouvoir courir leur chance. En revanche, les grands piégés de l'histoire, bien sûr, ce sont les sports collectifs, parce que là, on ne peut pas imaginer en handball, en basket, en volleyball, en water-polo, une équipe russe et biélorusse sous bannière neutre. Ça, c'est pas possible. Non, oui, mais surtout, c'est que l'UEFA a exclu les équipes russes et biélorusses, et donc elles ne peuvent pas participer. C'est pour ça qu'elles n'ont pas pu participer au barrage pour la Coupe du Monde au Qatar, puisque l'UEFA les a exclus. Il faudrait pour l'instant qu'elles candidatent en adhérant à la zone Asie, où là, elles pourraient éventuellement jouer. Oui, c'est très complexe. Merci en tout cas Pascal Boniface de nous avoir éclairé sur cette question, mais on comprend bien que le sport, a priori, est censé ne rien avoir à faire avec cette géopolitique souvent terrible. Pourtant, nous y sommes. Merci d'avoir suivi cette émission que j'ai eu le plaisir de préparer avec Joseph Ruiz. Demain, ce sera Parlons vrai chez Bourdin avec le jeudi politique, 3 députés en studio. Et puis tout de suite, bien sûr, André Berkoff.